Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va regarder à peu près le portefeuille d'ici de Bill Ackman, histoire de voir quelles sont les entreprises qu'on pourrait tirer, quelles sont les entreprises intéressantes qu'on pourrait aller approfondir en date d'aujourd'hui. Donc, c'est uniquement une boîte à idées. Ça ne veut pas dire qu'on achète parce qu'il a acheté, d'accord, ou bien on vend parce qu'il a vendu. Non, c'est juste une boîte à idées, d'accord. Donc, quand j'arrive sur ce genre d'entité-ci, déjà, c'est important, enfin, quand je regarde à peu près ce portefeuille-ci, c'est déjà important de savoir qui est-ce qu'on a en face. Bill Ackman, c'est qui? Bill Ackman, c'est quel type d'investisseur? C'est un activiste, donc c'est essentiellement un activiste ici qui fait dans, voilà, il se définit un peu dans de quality value, je pense bien. Et ici, il a une particularité, c'est qu'il est très fort pour les real estate, d'accord, les chemins de fer, les entreprises ici qui sont également dans le consumer defensive, ou bien également dans tout ce qui concerne la restauration. Ok, voilà ses domaines de prédilection. Donc, quand il prend une position ici, c'est une compagnie, c'est une real estate intéressant à les suivre. Quand il prend une position ici sur une entreprise dans les chemins de fer, intéressant à aller suivre également. Et quand tu prends une position également même sur les compagnies financières, je pense qu'également il a une certaine expertise. Bref, je vous encourage à aller lire sur Google qui est cette personne-là. OK? Il a eu de bons coups en 2008, notamment, je pense qu'il y avait une entreprise ici qui devait faire faillite normalement. D'accord? Elle s'était mis, enfin, il y avait des rumeurs de faillite, les actions se négociaient presque à 1 $ ou 10 $ comme ça. Et vous savez, quand il y a faillite ici, euh, les actionnaires minoritaires ici ont tendance à récupérer zéro. Or, lui s'était rendu compte que vu que c'était une compagnie ici, je pense que c'était General Growth Property, si je ne me trompe pas, Bill Ackman, vous tapez juste ici Bill Ackman, c'est toujours bien d'aller regarder l'histoire. Et il a encore une autre histoire derrière. Donc, Bill Ackman, General Growth Property, GGP, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Ok, donc allez-y voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé sur General Group Property. How Howard Hughes and Bill Ackman made a good team. Bref, ça c'est pas. Je pense que justement, on va parler ici de Howard Hughes ici parce que je pense que Howard Hughes ici, c'est ce qu'il a pu récupérer. C'est une entreprise qui est cotée en bourse présentement, mais je pense qu'il a pu récupérer cette entreprise-là par rapport aux actifs de GGP ici. Et cette entreprise est très particulière parce que, en fait, du point de vue quantitatif, il n'y a rien à voir sur HHC. Non, HHH. Il n'y a vraiment rien à voir. C'est pas beau à voir de toutes les façons. Mais je pense qu'il y a des actifs cachés ici comme des terrains. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir de manière, qu'on ne peut pas voir quantitativement. OK, donc on ne va pas parler de OIUs ici. Donc, allez-y voir à peu près comment est-ce que, quel est le succès qu'il a obtenu ici en 2008 ici. Je pense qu'il a eu à peu près, even when Bill Ackman lose, il make 77% return. Donc, je pense qu'il a fait 77 fois sa mise de départ ici en achetant ici GGP. D'accord? Donc, GGP qui n'existe plus aujourd'hui, je pense qu'il a été éclaté en plusieurs morceaux ici. Donc, ça, c'est pour 2008. En supplément de ça également, c'est également un short seller de temps en temps. Donc, notamment le dernier truc, la dernière histoire, le dernier short qu'il a eu à faire ici, c'était avec Herbalife. Ok, notamment, on a fait un documentaire dessus. Bill Ackman et Carl Icahn se sont publiquement discutés par rapport à cette compagnie-ci. Ok, finalement, je pense que c'est Carl Icahn qui avait gagné. Ok, techniquement, parce que Herbalife n'est pas allé à zéro. Encore dernièrement, option, pendant la période du Covid ici, il a fait plus d'1 milliard ici en achetant des options sur le Covid, en achetant des options ici. Donc, il a dû shorter le marché avec des options, etc. Je pense qu'il a fait il a misé 27 millions, même pas misé. Il a acheté je pense qu'il il a acheté je pense que c'était quoi encore? Je pense que c'est des actions pour se couvrir, un truc comme ça. Bref, il en a acheté pour 27 millions. Il a gagné dessus. Il a gagné près de 2 milliards 600. 2 milliards 600. Je pense qu'il avait acheté des CDS, des crédits, des faux swaps sur quelque chose comme ça, sur le S&P 500 ou des choses comme ça. Il a fait 2 milliards 600 avec 27 millions. Donc, ce qui veut dire que si vous avez fait le même trade que lui, parce qu'essentiellement c'était un trade à la fin de la journée, ok, avec 1000 euros, vous aurez eu à peu près 100 000 euros. Ok, donc il a aussi également la capacité de faire des choses à court terme. Ok, je pense également dernièrement, quand il voulait racheter, il avait créé un SPAC ici pour acheter des participations ou bien pour acheter ici comment on appelle ça, des participations dans UMG, dans Universal Music Group ici de Vivendi.
Et vous pouvez voir que dans son portefeuille, il me semble qu'il avait du Universal à une certaine époque. Donc, si on regarde bien ici, est-ce qu'on avait du Universal UMG je pense qu'il avait Universal dans un autre de ses fonds ici. Bref, en tout cas, ça c'est à peu près l'histoire ici, un peu cousue, d'accord. Donc, enfin, j'ai essayé de recoller un tout petit peu les morceaux. Et il est également très célèbre pour une chose. Enfin, pour un scandale très particulier, même pas un scandale en fait. En fait, c'est également, ça vous montre également quel type d'investisseur on a. En fait, il y a une entreprise qu'on appelait Valeant, d'accord. Et sur Valeant, il a perdu beaucoup d'argent. Valeant avait une particularité, c'est qu'elle a racheté d'autres entités ici, d'autres compagnies pharmaceutiques ici. Et ce qu'elle avait tendance à faire, c'est qu'elle rachète une compagnie pharmaceutique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe la recherche et développement. D'accord. Une compagnie pharmaceutique qui a encore un médicament ici qui est sous brevet. Elle coupe la recherche et développement. Elle augmente drastiquement ici le prix du médicament. Donc lui, il voyait ça ici comme étant voilà, une nouvelle plateforme, une nouvelle façon ici de faire du business ici sur les compagnies pharmaceutiques, avec les compagnies pharmaceutiques, sans toutefois ici prendre en considération le risque ici en termes de... Donc pour lui, ici, il n'y avait pas de risque en termes de brevet parce que l'entité, ici, dès que le brevet revenait sur le même public, on achetait une autre entreprise. Bref, sur Valeant, Valeant est devenu, j'ai oublié le nom de la compagnie Valeant ici, je pense que c'est devenu Bausch Lomb, si je ne me trompe pas. Donc Valeant, c'était une compagnie, c'est devenu Bosch, si je ne me trompe pas, Bausch Lomb, enfin Bausch Hills, si je ne me trompe pas. On va regarder ça ici. Est-ce que c'est ça? Voilà. Exactement cette compagnie. Bill Ackman a acheté la compagnie, je pense, à ce niveau-ci, jusqu'à cette période. Et il a perdu près de 90% de sa somme de départ ici. Et quand je regardais cette compagnie ici à cette période, à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il cherchait à l'intérieur. Je n'ai jamais compris ce qu'il voyait à l'intérieur. Déjà que je n'aime pas beaucoup les compagnies pharmaceutiques. Et encore, quand je regardais à peu près la position qu'il prenait, voilà, en me basant ici sur voilà, les éléments quantitatifs ici, je ne comprenais pas ce qu'il prenait à l'intérieur. Peut-être qu'également, il s'attendait à une certaine croissance ou des choses comme ça, parce que voilà, en actuellement, on avait du 19% ici, mais également, on se rendait compte que la compagnie avait en termes de recherche et développement, c'était nul. Pour une compagnie pharmaceutique, quand même, ça ne marche pas à long terme, ça ne va pas durer, ok? Ça ne peut pas durer. Donc, vous avez vu ici que Valeant a perdu à peu près de 90% ici, de sa valorisation. Entre-temps, ici, elle a spin-off d'autres entités, etc. Bref, ça, c'était à peu près pour l'histoire derrière. Maintenant, on va revenir ici. Vous savez à peu près quel type d'investisseur. C'est un activiste. Donc, qu'est-ce qu'un activiste? C'est quelqu'un qui prend des participations dans une entreprise ici, ok, dans le but d'effectuer des changements. Vous pouvez voir ici que sa première position en 2005, c'était Bausch Hill, qui était à peu près l'ancien Valeant. Donc, vous pouvez voir ici qu'il a commencé à acheter l'entreprise ici en 2015. Et je pense qu'il a gardé l'entité ici jusqu'en 2015, ici, je pense qu'il avait également ça. Il a dû vendre ça en 2015 ou 2016 par là. OK? So, ici, si on revient donc à nos moutons, enfin, je pense qu'il avait encore l'entité en 2016. Alors, si on revient donc ici à nos moutons, OK? Quand je disais, c'est un activiste, donc quand il prend une position ici, c'est lui le catalyseur. Donc, ça veut dire qu'il veut absolument que l'entreprise soit rachète les actions, soit spin-off une entité, soit spin-off ici le real estate, soit augmente les marges, augmente les prix. Bref, il vient toujours pour qu'une entreprise fasse du changement. Donc, c'est lui qui vient avec le catalyseur directement. OK? Et il a tendance ici à posséder très peu d'entreprises. So, maintenant, ça ressemble à quoi? Alors, aujourd'hui, il possède à peu près du Quick Service Restaurant, qui est à peu près ici, vous allez voir, c'est dans QSR, ici, vous allez voir Burger King, vous allez voir la compagnie qu'on appelle, pour ceux qui sont au Canada ici, je pense ici, c'est comment on appelle encore ça? On va prendre ici le Quick Service Restaurant, d'accord? Donc, QSR, Tim Hortons, voilà. C'est un peu comme une sorte de Starbucks ici, mais très populaire au Canada, dans une certaine mesure. Et l'entreprise ici est gérée par 3G Capital. Donc, c'est 3G qui l'a acheté. Je pense que 3G Capital est l'actionnaire majoritaire. 3G Capital travaille avec Heinz. 3G Capital également, c'est eux qui détiennent la compagnie qu'on appelle AB InBev. Ils sont actionnaires majoritaires. Ils ont également une particularité, c'est qu'ils sont très réputés ici pour couper les coûts.
D'accord? Donc, ils sont également des gestionnaires, des opérateurs à long terme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, QSR, voilà, comme d'habitude, les restaurants, etc., c'est du same store sale, etc. Bref, ce qu'on peut voir, est-ce que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui? Je dirais que c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Si la croissance attendue ici se réalise, tant mieux. OK? Est-ce que c'est une entreprise que on pourrait, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez également aller regarder ce type d'entreprise-là. OK? Ensuite, la deuxième entreprise sur la liste ici, c'est Alphabet. On ne va pas en parler, on en a parlé pendant longtemps ici. Et sur la vidéo précédente, j'ai parlé d'Alphabet. OK? Donc, je pense également qu'elle est sous-évaluée. Canadien Pacifique ici a fait une acquisition. Et si vous vous rappelez bien, j'ai parlé ici du chemin de fer. Je vous ai même partagé une note d'analyse ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas les notes d'analyse sectorielles ici, donc on a à peu près analysé le secteur ici des chemins de fer et on avait à peu près une transaction, une fusion en cours présentement entre Canadien Pacifique et Kansas City Southern. OK? Donc, vous allez voir ici que les deux maintenant sont joints, enfin, les deux maintenant sont maintenant dans la sous la même compagnie. Donc, c'est deux entités en une, deux entreprises qui ont fusionné ici. Deux compagnies de chemin de fer. C'est que à peu près quand vous allez regarder en Amérique du Nord, il n'y a plus beaucoup de compagnies de chemin de fer. D'accord? C'est un marché qui est de moins en moins, qui est de moins en moins fragmenté. Et ce qui est une bonne chose. Je ne savais même pas que cette transaction allait passer. Alors, maintenant, quand on regarde ici Canadien Pacifique, et je vous encourage à aller regarder la note d'analyse sectorielle, ok? Et je pense également qu'on l'a à peu près lu sur la chaîne secondaire ici, Top Dividende. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Top Newsletter, le lien est dans la description de la vidéo. Ici, Canadien Pacifique, vu qu'il y a eu fusion, on s'attend à une certaine croissance dans le futur. Également, ici, la dépense en capital est assez élevée. Donc il faut toujours aller vérifier cette dépense en capital là. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a une grosse différence entre les net income et la dépense en capital et les free cash flow? OK? Donc, à quel moment ici on va arrêter de dépenser du capital ici pour la croissance? Faites très attention. Quand on va prendre cette compagnie ici, généralement, elle aura tendance à se négocier à 25 fois les bénéfices, comme la plupart des chemins de fer. 20-25 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. OK? Donc, soyez à peu près prudent. Admettons que les taux d'intérêt, etc., c'est également un business à capital intensif, même si, voilà, on s'attend à peu près à une certaine croissance légère ici sur les années à venir. Donc, si on la prend à 20 fois les bénéfices, et ça c'est en prenant en considération la dernière croissance, hein, elle sera correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Maintenant, si on va au-delà de cette période-là, donc après la fusion, etc., quand les deux entités ici, voilà, enfin, après la fusion, on va le dire comme ça, qu'est-ce qu'on constate? On s'attend à peu près du 11% ici. Chemin de fer, ralentissement économique, il faut souvent faire attention. On coupe ça en deux. Attendons même 5% ici aujourd'hui. D'accord? On va se dire ici qu'on pourrait aller aux alentours de 135 $. Même si on prenait du 10% ici aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas trop ça. OK? Donc, on pourrait aller aux alentours de 163 $ ici. Ce qui n'est pas mal. Ça représente ici à peu près un 7% de croissance moyen ici. Donc, ça, je dis qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, celui qui voudrait acheter cette compagnie-ci, il faut vraiment compter sur une certaine croissance dans le futur. Mais maintenant, la croissance ici, vu que c'est un marché qui est à peu près mature, voilà, s'il y a un ralentissement économique, on pourra avoir tendance également à ralentir ici. Et j'ai partagé une note d'analyse. Je pense également que j'avais partagé également des notes d'analyse individuelles sur les entreprises en question. Donc, je vous encourage à aller lire, d'accord, sur chacune d'elles. Je pense également qu'on avait une grève ici du personnel, etc. Parce qu'il fallait renouveler ici les ententes. Je ne sais pas si ça a été fait. Je pense également qu'il y a un resserrement ici. Il y a à peu près la régulation environnementale ici est de plus en plus contraignante pour ces entités-là. Ce qui sera une bonne chose pour Wabtec. Parce qu'elles seront forcées ici à être de moins en moins polluantes. Donc, si c'est le cas, c'est-à-dire que Wabtec va avoir tendance à faire de l'argent. OK, Wabtec ici, je ne sais pas si vous la connaissez. On en a également parlé. C'est une très belle entreprise. OK, je vous encourage à aller lire sur la compagnie. On pourrait rajouter du Canadian Pacific sur la liste. Maintenant, après ça, Lowe, j'en ai parlé dernièrement, donc on va le laisser là. Ça peut également être intéressant ici, même si je pense que si on a un ralentissement ici au niveau du résidentiel, avec le Infrastructure Act, voilà, l'entreprise pourrait également s'en sortir. D'accord? On va se dire ici que la deuxième entreprise, on pourrait mettre sur la liste ici Lowe, on pourrait mettre Canadien Pacific, on pourrait mettre Google, d'accord? Bon, c'est pas des sous-évaluations ici extraordinaires, mais voilà, ce sont les entreprises qui me viennent ici en tête. OK? Chipotle ici, je pense qu'à mon avis, l'entreprise est
Voilà, à des niveaux assez élevés. Et si vous regardez bien son acquisition de Chipotle, il a fait à 423 $ l'action. La plus grosse position, la plus grosse partie, c'était à peu près à 367 $ l'action. Et je pense que c'est une entreprise qui est descendue jusqu'à 200 $ l'action, un truc comme ça. Et il a acheté la compagnie à des niveaux, au point de pessimisme le plus élevé. Donc, ça veut dire que c'était pendant il y a eu deux, je pense ici, il y a eu deux éclosions ici à des périodes assez rapprochées, d'accord, de E. coli. D'accord, E. coli, c'est de la merde dans la bouffe. C'est tout simple. OK? Donc, c'est-à-dire ici que les gens, en termes de réputation, ce n'était pas trop ça. Mais également, vu qu'il s'est dit ici que bon, c'est quelque chose qui pourrait changer. Donc, il est venu dans la compagnie. Il a demandé à ce qu'on change les menus. On a à peu près également rendu, on a à peu près changé. Je pense qu'on avait changé de PDG ou bien on avait pris un seul parce qu'il y avait deux PDG dans cette compagnie-là. Bref, je pense qu'également, il y avait une histoire dans ce sens-là. En supplément de ça, ce qui était intéressant de cette compagnie-là, c'est qu'on était à peu près au début de tout ce qui... Enfin, pas au début, mais elle s'était spécialisée ici dans tout ce qui concerne ici les repas santé. Voilà, c'est la bouffe mexicaine, hein, d'accord? Donc, c'est à peu près des repas frais, etc. Donc, avocat, machin, crevettes, mais surtout vraiment santé, d'accord? Donc, c'était vraiment sa spécialité. Avant que les McDonald's, voilà, quand on parlait de malbouffe, etc., elle était bien positionnée. Donc, elle pouvait également augmenter ses prix. En tout cas, à cette période-là, c'était une entité ici qui avait un bel avenir, mais je pense qu'à un moment donné, elle se négociait à peu près à une fois, même pas une fois, mais je pense qu'il a acheté la compagnie ici à peu près à près de 40 fois les bénéfices par là. Facile, 40 fois les bénéfices. Or, aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets actuels, si vous regardez bien, le bénéfice, les 40 fois les bénéfices qu'il a payés pour cette compagnie-ci, l'entreprise ici a multiplié ses bénéfices nets par 6,5. Donc, en réalité, il a payé 6 fois les bénéfices. En réalité, par rapport aux bénéfices nets actuels. Et il semblerait même, et on s'attend à peu près à des revenus assez élevés pour les années à venir. Dans tous les cas de figure, si cette compagnie, si ce genre d'entreprise, si vous intéresse, en date d'aujourd'hui, les niveaux les PER sont très élevés. Donc, si vous allez à peu près à 40 fois, les bénéfices, et encore, si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, posez vraiment la question par rapport à la taille du marché. OK? Quel est le pourcentage de restaurants ici détenus en propre et le pourcentage de restaurants ici franchisés, parce que franchise ici, les marges sont plus élevées. Le risque est moins élevé également ici. OK, on s'occupe juste du marketing et la vente des ingrédients. OK, donc sur le portefeuille ici de Bill Ackman, les entreprises qui vont vraiment m'intéresser sur la liste, mis à part Google sérieusement, aucune autre. En réalité, moi personnellement. OK, Quick Service Restaurant, bon, j'aime pas trop la restauration. Mais bon, ça peut vous intéresser, allez-y. Lowe's également est correctement évalué selon moi. Hilton ici, voilà, je pense que Hilton, le prix est assez élevé selon moi en date d'aujourd'hui. OA Hughes, un peu compliqué à analyser. Canadien Pacifique ici, correctement évalué. OK. Maintenant, tout va dépendre de la croissance future ici. So, Google, on en a déjà parlé. En tout cas, ce n'est que mon avis. D'accord? Quand vous allez regarder ce genre de portefeuille-là, posez-vous toute la question quel type d'investisseur on a. Et encore, derrière, ici, dites-vous que c'est uniquement une boîte à idées. On n'achète pas juste parce que voilà, un investisseur qu'on aime a acheté, ou bien on ne vend pas parce qu'il a vendu. OK? Chaque décision ici a sans doute une raison bien particulière. OK? Et vous ne pouvez que voir ici le prix d'achat et la réduction ou bien l'ajout. C'est tout. Vous n'avez pas d'autres informations. Et encore, vous avez à peu près 3 mois de décalage. Donc, faites attention ici. Voilà, parce qu'on me demande souvent, oui, mais Warren Buffett a acheté les compagnies immobilières ici. OK. So what? L'essentiel, c'est maintenant de regarder pourquoi c'est une boîte à idées. Maintenant, on peut aller regarder ce secteur-là. Oui, c'est sous-évalué, mais également, c'est risqué dans le sens où quand les taux d'intérêt augmentent. Mais derrière, je vous ai toujours dit qu'il faut poser les bonnes questions. Quels sont les drivers de la croissance de ce genre d'entité-là? D'accord? C'est très important. Dans tous les cas de figure. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.